Si vous suivez un tant soit peu les marchés, vous n'avez évidemment pas échappé à l'actualité très riche en matière d'introduction en bourse. Le cabinet d'études EY en recensé au mois d'avril 430 à l'échelle mondiale depuis janvier. La place de Paris en a accueilli de son côté une vingtaine. D'autres sont très attendus au second semestre. Spartou, OVH, colis privé, un engouement auquel nous n'avions pas assisté depuis le début des années 2000. Alors, qu'est-ce qui pousse une société à se lancer dans l'aventure de l'ouverture de son capital? Quel challenge représente une IPO pour une entreprise? Comment convaincre les investisseurs particuliers de croire à l'histoire d'une société et d'en devenir actionnaire? Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné à distance d'Olivier Bany, directeur administratif et financier de Mare Nostrum. Bonjour Olivier. Bonjour Sarah. Merci d'être avec nous. D'abord, présentons en quelques mots, si vous le voulez bien, Mare Nostrum, société basée à Grenoble, créée en 2004, spécialisée dans les ressources humaines pour les PME et les ETI et qui compte presque 400 collaborateurs permanents à date. Fin 2019, Mare Nostrum a fait le choix d'ouvrir son capital au même moment, quasiment d'ailleurs, que la Française des Jeux. Alors, première question, pourquoi avoir choisi de réaliser une IPO pour lever des fonds plutôt que d'avoir recours à la dette ou au private equity qui, on le rappelle, concerne l'ouverture de capital des entreprises non cotées? Eh bien, depuis sa création, le groupe Mare Nostrum s'est construit à partir de rencontres entre son président, Nicolas Cunin, fondateur, et puis des hommes et des femmes passionnés des métiers des ressources humaines et tout particulièrement par le travail temporaire, qui l'ont rejoint, séduit à la fois par sa personnalité et puis par la vision qu'il avait de l'évolution des métiers de son groupe. Et s'introduire en bourse, c'était permettre au groupe de franchir une nouvelle étape en embarquant une nouvelle fois, non pas des passionnés des métiers des ressources humaines, même s'il peut y en avoir parmi nos actionnaires, mais des hommes et des femmes qui croient en la capacité d'une ETI à jouer un rôle dans la transformation de ces métiers RH. Mais alors, quel était précisément peut-être l'objectif de cette IPO, Olivier Bany? Alors, je dirais assez classiquement, le groupe souhaitait renforcer ses fonds propres, diversifier ses sources de financement et anticiper qu'une partie de sa croissance s'effectuerait dorénavant par acquisition. Mais également, au stade de développement et d'organisation du groupe, au moment où ce projet de cotation a pris forme, ses dirigeants ont bien perçu les avantages d'une telle démarche pour permettre au groupe de franchir un cap et d'adapter son organisation à la taille qu'il avait atteint et à ses ambitions futures. Comment avez-vous précisément préparé cette IPO? Je dirais en s'appuyant sur des conseils, et je dirais des conseils avec qui le courant passait. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Un processus de préparation et d'introduction en bourse, c'est un process long, compliqué, parfois avec des aléas, et il est extrêmement important de s'entourer de conseils qui, au-delà d'enseignes, sont vraiment des hommes et des femmes avec qui on sera en confiance pour avoir des discussions à la hauteur des enjeux. Alors, vous vous êtes effectivement beaucoup entouré, vous avez été énormément conseillé. On a envie de savoir finalement qu'est-ce que cette introduction en bourse a changé dans le fonctionnement de Mare Nostrum. On dit souvent que finalement, parmi les points positifs d'une IPO, il y a l'accroissement de la crédibilité d'une entreprise, mais elle nécessite aussi une forte réorganisation en interne et une très forte exigence en termes de communication financière. Tout à fait. Ouais. La cotation a ouvert chez nous une fenêtre pour accélérer la mise en œuvre de décisions qui étaient devenues incontournables, précisément grâce aux contraintes externes que la cotation génère. Historiquement, la culture d'entreprise de Mare Nostrum, c'est une culture très entrepreneuriale et très terrain de travail temporaire. Et ça, c'est pas une notion qui est anodine. Et aujourd'hui, nous continuons à mixer chaque jour cette culture d'origine avec plus de rigueur, plus de réflexion en termes de retour sur investissement et d'impératif de génération de cash, sans perdre, et c'est là la gageure, sans perdre ce qui a fait que cette entreprise a pu, pendant plus de 15 ans, avant sa cotation, se développer de façon tout à fait satisfaisante, c'est-à-dire une capacité de chacun de ses salariés à s'engager très fortement au service d'une vision incarnée par un dirigeant. Et par ailleurs, je dirais que la diffusion de cette culture financière, elle s'accompagne d'une communication, déjà en interne, régulière, pour développer un langage commun, pour vulgariser des notions qui sont clés, mais qu'il est important de rendre tangibles pour des personnes qui ne sont pas des métiers du chiffre, et de rattacher ça à leur réalité de leur quotidien, et également d'apprendre à rendre des comptes et d'informer régulièrement sur ce que nous allons faire et sur ce que nous avons fait, surtout dans une période qui a été marquée par une très forte incertitude ces derniers temps,
et que cette incertitude n'est pas appelée à se réduire. Justement, on a peut-être envie de vous entendre un petit peu plus sur cette culture financière, ce langage commun, la vulgarisation des notions. Quel a été finalement le modus operandi déployé chez Mare Nostrum? Mettre en place à la fois un reporting mensuel standard en termes de format au niveau du groupe, et puis vraiment accompagner nos opérationnels dans la découverte et l'appropriation de cet outil pour qu'il devienne vraiment le support unique à partir duquel travailler. Ça a été un des éléments clés. Alors, on imagine que votre rôle, vous, en tant que directeur administratif et financier d'un groupe coté, vous avez vu votre fonction complètement évoluer. Alors, est-ce que le cours de l'action devient finalement une obsession, Olivier Bany? Alors, pour ce qui est des priorités et des missions, effectivement, celles-ci ont changé avec les contraintes et les attentes et des thèmes comme la refonte des process et des délais de clôture, les normes chantiers de communication financière, la mise en place de relations investisseurs sont plus passées au devant de l'agenda, c'est vrai. Après, concernant le cours de bourse, je vous dirais que émetteur ou actionnaire, il ne faut pas aller en bourse si on a peur du cours de bourse, clairement. A fortiori, après plus d'une année passée, dans des circonstances absolument inédites, où les métiers des ressources humaines, et tout particulièrement le travail temporaire, ont été très lourdement bousculés par les impacts de la crise Covid-19. Au final, ce que nous retenons, c'est que l'horizon long terme reste le seul horizon pertinent finalement pour un projet d'entreprise, et donc pour un indicateur de son niveau de performance tel qu'est le cours de bourse. À nous de démontrer sur la durée que nos savoir-faire et notre agilité pour nous adapter vont nous permettre de jouer effectivement ce rôle différenciant vis-à-vis de nos clients. Oui, il est donc nécessaire, si je vous entends, de faire comprendre aux investisseurs potentiels, que finalement le développement de Mare Nostrum se fait sur la longueur, sur le long terme, et on ne cherche pas des perspectives à court terme avec ce type de valeur. On a bien saisi finalement la transformation en interne de cette IPO pour Mare Nostrum. On va peut-être maintenant se pencher sur le ressenti des investisseurs particuliers. Vous imaginez qu'ils sont nombreux à nous écouter ce matin, à nous regarder. Si on parle, on parle beaucoup en ce moment des IPO des dernières semaines, et pour certaines d'entre elles, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous, de quoi les rendre un peu sceptiques, de quoi rendre un peu sceptiques ces investisseurs potentiels. Quel message, vous, avez-vous envie de faire passer de votre côté pour les inciter à parier sur le potentiel de croissance de Mare Nostrum? Oui, vous avez raison, Sarah. C'est vrai que les premiers temps de cotation restent toujours un terrain glissant pour les sociétés nouvellement introduites, et particulièrement dans le cas de Mare Nostrum, notre cours n'a pas été épargné entre notre intro le 4 décembre 2019 et aujourd'hui, et tout au long de l'année 2020. Pour nous, ce qui est très important de transmettre régulièrement comme message, c'est que Mare Nostrum a engagé avec son introduction un virage profond qui porte aussi bien sur la façon d'exercer ses métiers, tout particulièrement le travail temporaire et la formation, que sur l'organisation de support plus adapté à ses besoins, ou encore l'évolution de sa gouvernance. Et si ce virage, ou plutôt ces virages, puisqu'on voit qu'il y a des facettes très différentes, ne demande à actionner aucun levier qui relève de la magie, en revanche, on a besoin, oui, d'avoir une feuille de route claire, et puis d'avoir un horizon de temps qui nous paraît raisonnable, et qui pour nous est de 3 ans, début fin 2019, fin 2022, pour parvenir à profiler le groupe de façon à ce qu'il puisse jouer un rôle encore plus pertinent sur ces marchés et sur ces métiers. Et précisément pour cette raison, Mare Nostrum est à mes yeux une valeur qui est anti-spéculative. On ne vient pas chez Mare Nostrum pour une espérance de gain de sortie dans les 12 prochains mois. On y vient, éventuellement, parce qu'on croit dans un projet d'entreprise sur la durée. Là encore, communiquer avec nos actionnaires sur ce que nous prévoyons de faire, leur rendre compte régulièrement sur le stade de notre avancement et des corrections de trajectoire éventuelles que nous sommes amenés à prendre est pour nous fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est la façon de donner une visibilité et de renforcer un lien que le seul rendement du titre ne permet pas aujourd'hui. Alors, communiquer avec ses actionnaires, vous l'avez dit, vous avez également évoqué des supports plus adaptés aux besoins et à l'évolution de la gouvernance. Vous allez peut-être nous en dire davantage. On a envie de vous entendre sur cet aspect. Sur la partie communication financière ou Sur la gouvernance ? partie, effectivement, support plus adapté, communication financière, comment cette transition et cette évolution s'est faite? Alors, on mixe à la fois une communication assez cadrée, y compris au plan réglementaire, bien sûr, lors de nos publications de résultats semestriels, annuels, nos communications de chiffre d'affaires, avec une communication permanente sur l'actualité du groupe à un niveau beaucoup plus opérationnel,
Et également, avec les réserves que l'on connaît depuis quelque temps, hein, avec la mise en place des règles sanitaires, l'organisation d'événements qui permettent d'organiser des rencontres avec nos actionnaires et de favoriser des échanges directs avec ces dirigeants, voire avec des acteurs de nos opérations dans nos différents métiers. C'est très important pour nous qu'il puisse y avoir la possibilité pour nos actionnaires d'avoir ces échanges directs, parfois très directs et très challengeants, mais ça fait partie du jeu. Et à partir du moment où quelqu'un vous fait confiance, c'est aussi normal de répondre aux questions qu'il se pose dans des périodes compliquées. Et c'est de cette façon-là que nous avons décidé de gérer cette communication avec notre actionnariat individuel tout particulièrement. Très bien. Et quels sont peut-être les projets à court et moyen terme de Mare Nostrum qui vont être développés et qu'on a peut-être envie d'entendre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes très engagés sur la digitalisation, la poursuite de la digitalisation de l'ensemble de notre réseau de travail temporaire, qui est pour nous une phase absolument incontournable dans la transformation de ces métiers. Nous travaillons également beaucoup sur le développement de Linkies, notre application qui permet de monétiser la cooptation, sur laquelle nous avons des projets de développement qui se sont accrus avec une visibilité meilleure sur ce que pourrait devenir cette application à l'avenir. Et je vous invite à suivre notre actualité à ce sujet-là. Et puis nous travaillons également à mieux articuler le fonctionnement entre nos métiers, travail temporaire et formation, tout particulièrement pour nous servir d'outil de fidélisation de nos intérimaires. Puisque le point commun des différents métiers de Mare Nostrum, c'est d'être dans une relation tripartite entre un besoin de client, une ressource humaine qui peut y répondre, et nous en tant qu'intermédiaires. Et vous pouvez avoir les clients avec les besoins les plus enthousiasmants. Si vous n'avez pas les bonnes ressources à mettre en face, vous ne finaliserez pas. Donc ça, c'est un de nos enjeux majeurs également. Je retiens finalement que communiquer reste la clé de voûte d'une entreprise cotée. Merci Olivier. On va prendre maintenant quelques questions et vous vous en doutez, elles sont nombreuses sur ce sujet des IPO. Théodore nous demande comment avez-vous fixé le prix d'introduction de Mare Nostrum? Eh bien oui, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas toujours comment ce prix d'intro est fixé. On vous écoute Olivier. Alors ça rejoint l'une des questions qu'on a déjà abordées. Avec certains de nos conseils, nous avions travaillé sur une fourchette de cours possibles d'introduction. Et puis ensuite, nous avons échangé à partir de cette fourchette mini-maxi avec nos conseils et puis avec notre analyste aussi, en fonction du cours cible qui pouvait être projeté, pour voir quel cours nous retiendrions finalement. Et le 5,24 qui a été retenu était un cours qui était à la fois un peu dans la moyenne de cette fourchette mini-maxi et qui en même temps laissait une marge de manœuvre raisonnable pour atteindre, là encore, dans une période qui était avant Covid, le cours de cotation cible qui avait pu être projeté. Une autre question d'Ali qui tombe. Qu'est-ce que ça a changé pour les salariés de Mare Nostrum de passer d'une société non cotée à une société cotée? Je dirais que ce que ça a introduit, c'est un questionnement qui est comment est-ce que je peux changer la façon de faire mon métier pour que, à mon échelle, dans la place qui est la mienne dans l'organisation, cela puisse permettre à l'entreprise de mieux répondre aux nouvelles contraintes induites par la cotation. Ça a vraiment été un questionnement que nous avons à la fois favorisé et accompagné. Une autre question de Diane cette fois-ci. Quelle est la politique déployée, question intéressante, par Mare Nostrum pour remercier les actionnaires de leur confiance? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, remercier les actionnaires pour leur confiance, on ne peut pas le faire avec l'évolution du cours ou les dividendes qui sont distribués. Donc, la meilleure façon que nous avons trouvé à ce jour de répondre et de les remercier pour cette confiance, c'est surtout de leur rendre des comptes sur ce que nous avons fait jusqu'à présent et c'est ce que nous avons l'intention de continuer à faire. Et de maintenir surtout cette relation par notre transparence sur ce que nous prévoyons de faire, ce que nous faisons et éventuellement les corrélations de notre trajectoire. Ça, c'est fondamental pour nous. Une autre question de Pierre. Est-ce que vous avez le sentiment que la crédibilité du groupe avec cet IPO s'en est vue renforcée? Oui, je pense que la crédibilité des entreprises qui se cotent s'accroît un peu de toute façon parce que les contraintes auxquelles vous êtes soumises font que des tiers viennent s'intéresser à vous dans un cadre réglementé et que ça apporte donc un niveau d'assurance supplémentaire à des investisseurs potentiels ou à des partenaires potentiels, à un sens plus large, qui vont souhaiter se rapprocher de vous. Oui, tout à fait.
Très bien, très bien. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire les raisons pour lesquelles on est passé assez rapidement au début et on a eu une question qui est tombée sur le sujet. Finalement, cette ouverture de capital, est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps? Est-ce que ça a été un temps de réflexion long? Finalement, effectivement, vous auriez pu avoir recours à un autre type de financement, au private equity ou tout simplement à la dette. Pourquoi, voilà, comment ce choix a été finalement réfléchi, mûri? Comment finalement on se jette à l'eau, entre guillemets, si vous pouvez, si on peut dire les choses ainsi? Il y a une partie de l'explication qui est purement rationnelle et qui visait vraiment à diversifier les sources de financement en allant au-delà de financement de type emprunt bancaire, emprunt obligataire que vous avez pu citer. Ça, je dirais que c'est la partie strictement rationnelle. Et puis il y avait une partie qui ressortait plus du mode de fonctionnement de Mare Nostrum et de cette volonté de continuer à construire en embarquant de nouvelles personnes dans l'aventure. Et le choix de Mare Nostrum de privilégier le recours à un actionnariat individuel, qui a très largement plébiscité l'introduction, puisque la souscription a été de l'ordre de 30%, c'était vraiment ça. C'était continuer à embarquer des personnes physiques en leur montrant que oui, il y avait quelque chose d'un peu différent dans un acteur tel que Mare Nostrum sur ces métiers-là, et que ça valait le coup de venir à bord. Une autre question de Romain qui tombe. Avez-vous finalement bénéficié de l'effet FDJ? Et oui, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais vous vous êtes introduit quasiment, peu ou prou, au même moment que la Française des Jeux. Oui, je pense on peut remercier la Française des Jeux du succès de son introduction et de la frustration en même temps qu'elle a créé auprès de certains investisseurs qui n'ont pas pu avoir ce qu'ils souhaitaient auprès de la Française des Jeux. Je crois que ça a contribué à susciter de l'intérêt pour les autres valeurs qui pouvaient se coter rapidement après, dont Mare Nostrum, et le niveau de sursouscription que j'évoquais est en tout cas partiellement dû à ce succès de l'introduction de la Française des Jeux. Ouais, vous avez finalement participé à cette tendance, hein, on le voit depuis le début de l'année, énormément d'introductions en bourse sur la place de Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Sarah. Ne manquez pas à 14 h notre prochaine conférence consacrée à Tikehau Capital. Merci à tous.